Nous étions des orphelins, sans même peut-être savoir ce que ça voulait dire. Alors qu'ils ne s'y attendaient absolument pas, leur passé a refait surface. C'est la sœur de mon père biologique qui m'a retrouvée. Comment? À mon travail. J'ai appris seulement à 50 ans que mon papa n'était pas mon père. Ils ont découvert la vérité sur leurs origines. Ma tante, en vidant les placards, a trouvé une boîte. Et dans cette boîte, il y avait tous les documents de mes parents. Je suis donc allée voir ma tante et mon oncle, où de là, elle m'a donc fait voir des photos de mon père. Et elle m'a donné son nom et son prénom et son adresse. Et depuis, ils sont repartis sur les traces de leur passé. Donc je lui ai fait un courrier, je me présentais comme étant sa fille et que s'il était intéressé, il pouvait me contacter ou me réécrire ou m'appeler. Je suis toujours encore à la recherche de quelque chose parce que je sais que j'ai encore à retrouver. J'ai 65 ans maintenant. J'ai peut-être quelque part un demi-frère ou une demi-sœur qui peut-être aussi de leur côté savent peut-être l'histoire, je ne sais pas. Bonjour à tous et merci d'être présents une fois de plus pour découvrir des nouvelles histoires à nos côtés. Nos invités menaient une vie tranquille jusqu'au jour où leur passé a refait surface et alors qu'ils s'attendaient à tout sauf à ça, eh bien ils ont découvert la vérité sur leurs origines et sur l'histoire même de leur naissance. C'est ce qui est arrivé à Michel dont nous allons découvrir l'histoire incroyable dans notre première partie, toute une vie sans savoir. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, votre présence ici est particulièrement importante pour vous. Pour quelle raison? Bien parce que ça fait maintenant 6 ans que je tente des recherches pour savoir qui était éventuellement mon père biologique et si éventuellement des gens auraient connu ma maman qui m'a mis au monde. Et aussi, surtout, pour savoir si, par hasard, quelque part en France, j'aurais peut-être un demi-frère ou une demi-sœur. Donc, que des éventuellement et des par hasard. Tout à fait. Donc, vous cherchez la vérité. Je cherche la vérité parce que j'ai appris seulement à 50 ans que mon papa, que j'adore, qui est décédé maintenant, n'était pas mon père. Dans quelles circonstances l'avez-vous appris? Papa avait laissé des consignes pour ses obsèques. Et il avait demandé à avoir une petite cérémonie dans une église avec un prêtre ouvrier. Et donc c'est quelqu'un que nous connaissions. Et il y avait une petite réunion avec le prêtre en disant voilà qui était Michel, puisque papa s'appelait Michel. Et donc cette personne a dit ben voilà, Michel il a élevé 3 enfants, mais il n'y en avait pas un seul de lui. Donc c'est là que vous avez appris que ce n'était probablement pas votre père biologique. Avec l'émotion, le contexte aussi du départ de papa, la tristesse, je n'ai pas trop réagi sur le moment. Mais le soir même, j'ai donc demandé à maman, je lui ai dit, écoute, est-ce que j'ai bien compris? Mais il me semble que j'ai entendu quelque chose de bizarre. Et là, maman m'a répondu, ben oui, tu ne le savais non pas, mais ce n'était pas à moi de te le dire. Et elle pensait que j'avais pu être au courant. Mais dans toute cette existence, c'est-à-dire de 0 à 50 ans. Pourquoi c'était pas à elle de vous le dire? Eh bien, parce que c'est un peu compliqué, mais c'est pas ma mère biologique. C'est très compliqué. Voilà. Alors, à quel moment êtes-vous arrivé dans cette famille alors? Alors, mon papa, ma mère biologique, qui s'appelait Lucienne, oui, est arrivée pour une raison X en Charente-Maritime. Oui. Parce qu'elle était enceinte. Oui. Donc c'est là de qui on ne sait pas. Elle a donc mis au monde en Charente-Maritime un joli petit garçon que vous avez devant vous. Et malheureusement, cette mère biologique Lucienne est décédée lorsque j'avais 2 ans. Donc il a accepté votre maman alors Voilà. qu'elle était enceinte de vous. Tout à fait. Donc. 1 an après, ils se sont mariés. D'accord. Et papa m'a reconnu comme étant son fils.
Et ensuite, elle est décédée un an après. Et alors, ce papa, qui vous a reconnu, a refait sa vie. Et il a refait sa vie avec une dame qui est devenue donc ma maman de cœur, qui avait, elle, 2 enfants d'un premier mariage. Oui. Et qui m'a élevé comme son propre fils avec papa. D'accord. Donc, vous êtes arrivé chez elle à quel âge? Oh, bah, j'avais 3 ans et demi, c'était un an après à peu près. D'accord. À l'âge de 20 ans, vous avez rencontré votre future femme Tout à et fait. vous êtes parti vivre à 600 km Oui. de chez vos parents. Quel lien avez-vous gardé avec votre père? Eh bien, papa et maman sont venus à notre mariage, à notre fiançailles. On se voyait, on va dire, 2 ou 3 fois par an, quoi. Donc vous savez que votre maman n'était pas votre maman biologique, mais vous pensiez que votre père était votre père Absolument. biologique. Très bien. Alors, donc vous êtes mariés, votre épouse est d'ailleurs là avec nous aujourd'hui. Et d'ailleurs, on va lui demander, à elle aussi, s'il lui est arrivé d'avoir des doutes. Michel est avec nous. Alors, Michel, vous aviez remarqué, vous, quelque chose qui aurait pu vous mettre la puce à l'oreille? Non. Donc ça a dû être très douloureux au moment de son décès. Oui. Il est parti à 71 ans d'une leucémie. Vous aviez à peine 50 ans. Vous lui en voulez de ne pas vous l'avoir dit? Alors, sur le moment, j'ai eu un petit coup de colère en disant, mais bon sang, pourquoi il ne me l'a pas dit, quoi? Qu'est-ce que... Pourtant, on a été proches, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait? Avec le recul, après, j'ai dit, bon, ben, s'il ne me l'a pas dit, c'est qu'il avait de très bonnes raisons, soit pour me protéger, ou est-ce que... Bon, il savait, lui, forcément, que ce n'était pas mon géniteur, mais il ne voulait peut-être pas non plus que je sache qui était mon géniteur. Et si tant est qu'il l'ait su. Qui était votre géniteur? Bah oui, parce que ma mère biologique ne lui a peut-être jamais dit. Alors, on va saluer Yvonne. Bonjour Yvonne. Bonjour Sophie. Alors, Michel avait déjà 50 ans lorsque toutes ces certitudes à propos de son histoire familiale se sont envolées. Qu'est-ce qui est particulier dans ce cas de figure? Quand tardivement on connaît un petit peu son histoire, d'un seul coup, le passé devient une actualité. Donc, on est comme amputé de quelque chose de soi. Il y a un choc, tout comme les processus de deuil. Il y a le choc, le déni, parce que vous dites « je ne pouvais pas le croire », la colère, et un petit peu ensuite la quête obsessionnelle de qui est ce père biologique. Donc, à chaque fois que vous voyez un élément, je suis sûre que vous êtes là, mais où est-il ce père? D'où est-ce que je viens? Qui est-il? Donc, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a des éléments qui pouvaient vous permettre de connaître ou de savoir un tant soit peu que vous étiez un enfant qui, bien sûr, était un peu adopté par votre père de cœur, parce que c'était lui votre père. Le père, c'est celui qui aime. Ah oui. Néanmoins, vous ne vouliez pas le voir parce que vous étiez aveuglé par l'amour qu'on vous portait. Et à l'époque, le secret, c'était monnaie courante. On ne parlait pas. Je veux dire que le secret, le silence, c'était pour protéger l'enfant de souffrances éventuelles. Donc tout le monde se taisait. Ah oui, d'accord. Ça explique, oui. Patricia, bonjour. Dans votre cas, il y a longtemps eu un flou autour de vos origines. Pourtant, vous avez eu une enfance heureuse, même si vous n'avez pas grandi dans un schéma familial classique. Vous avez été élevé par qui? Alors j'ai été élevée par ma maman, qui à cette époque-là avait une ferme, et on vivait donc avec mes grands-parents. Voilà, tous ensemble. Que Et saviez-vous mon sur grand frère, votre pardon. père biologique? Alors à ce moment-là, je ne savais rien du tout. Je ne savais rien du tout. On vous disait rien, vous posiez des questions? On nous disait rien. Je ne posais pas de questions. Je n'ai pas le souvenir qu'à cette époque-là, j'ai eu envie de poser des questions. Je pense que voilà, j'en avais pas le besoin à ce moment-là, je pense. Votre maman a refait sa vie lorsque vous Voilà. aviez 8 ans. Vous avez ouais. eu quelle relation avec cet homme? Ça s'est très bien passé. C'est quelqu'un qui nous a donné son nom, qui nous a reconnus avec mon grand frère. Et par contre, avec mon frère, on n'a jamais réussi. Enfin, il nous a jamais demandé, mais on n'a jamais réussi à l'appeler papa. Voilà. Mais il nous a élevés comme ses enfants. On est ses enfants, Ça veut dire quoi, sans aucun souci. qu'inconsciemment, vous saviez qu'il n'était pas votre papa? Oui.
Sans avoir jamais posé de questions. Oui, bah oui, il y a 8 ans quand même, voilà. Je savais bien qu'avant, il n'y avait eu personne, donc... C'est étonnant ça, donc, Yvonne, le fait que les enfants sentent inconsciemment qu'il ne faut pas poser de questions. Il y a des situations où il vaut mieux pas poser de questions. On protège celui qui est détenteur du secret. Donc, Oui, vous voilà. protégez votre mère. Il n'était pas Oui. question que vous lui faisiez du mal en Exactement. allant chercher un petit peu des réponses. C'est vrai, C'est c'est ça. une protection. Oui, exactement, ouais, c'est ça. Vers quel âge avez-vous ressenti un manque? Alors à l'adolescence, plus, je pense que je me posais plus de questions. J'avais envie de savoir, mais sans jamais oser demander, comme disait Yvonne. C'est vrai que, voilà, sans jamais vouloir embêter ma maman, lui poser des questions et ressasser le passé qu'elle n'avait peut-être pas forcément envie de revivre. Alors comment vous y êtes prise pour savoir? Alors ça a été un petit peu le hasard. En fait, c'est la sœur de mon père biologique qui m'a retrouvée. Et donc, Comment? qui m'a retrouvée à mon travail. Hum. Qui m'a retrouvée à mon travail et qui est venue se présenter vers moi. En vous disant quoi? Alors en me disant, en me demandant si je m'appelais bien Patricia. Donc oui, bien sûr. Et en me demandant par la suite si ma maman avait raconté l'histoire de ma naissance. Donc là, j'ai eu un bon coup de stress. Et donc de là, elle s'est présentée comme étant la sœur de mon père. Donc là, vous Voilà. avez posé des questions. Voilà, j'étais au travail, donc c'était un petit peu délicat. Vous étiez caissière. Alors, au moment où elle m'a interpellée, j'étais dans les rayons, j'étais accroupie dans les rayons, j'étais en train de ranger. Et pendant qu'on était en train de discuter, j'ai été appelée en caisse. Donc, il a fallu voilà, assumer, ravaler les larmes et aller en caisse. Donc, ce qui n'a pas été facile. Et donc, ils sont passés vers moi et en passant, ils m'ont laissé un petit morceau de papier avec leurs coordonnées pour pouvoir les joindre ultérieurement. Vous les avez appelés le soir même? Non. Qui Je les ai- avez-vous appelé le soir même? Alors j'en ai parlé à ma maman, donc je lui ai raconté ce qui s'était passé, comment ça s'était passé. Donc là, vous avez posé des questions. Oui. Qu'est-ce qu'elle Euh, elle vous a répondu tout de suite? Oui, mais je ne l'ai pas harcelée de questions non plus. Hein. Voilà, je ne voulais pas qu'elle... Non, que enfin, se vous passait- lui avez dit ce qui s'était passé l'après-midi. Voilà. Donc Comment a-t-elle réagi? elle était surprise. Et bon, malgré tout contente que je puisse retrouver mon père biologique. Et elle vous a dit quoi sur lui? Bon, pas grand-chose. Elle ne m'a pas dit beaucoup de choses. Elle vous a m'a pas encouragé dit à le beaucoup. retrouver? Voilà. En vous donnant des Voilà. éléments qui vous permettent Voilà. de le retrouver? Pas énormément. Après, Mais vous aviez donc les coordonnées de la personne qui était venue vous voilà. voir. Voilà. Donc elle vous a incité à reprendre contact? De toute façon, je voulais reprendre contact. Donc, j'ai repris contact quelques Combien de jours. temps après? Je ne sais pas, j'ai dû reprendre contact peut-être 4-5 jours après. Je ne me souviens plus. Il a fallu laisser passer 4-5 Eh jours. ben, il a quoi. fallu laisser passer. Et puis bon, je travaillais, donc je ne pouvais pas aller les voir tant que je travaillais. Donc, j'ai dû attendre quelques jours. Alors, vous nous raconterez tout à l'heure comment cela s'est passé, est-ce que vous avez appris sur votre passé ce jour-là. Patricia, elle n'avait pas éprouvé ce besoin de poser des questions et d'en savoir plus sur sa naissance. Comment vous l'expliquez? Énormément de pudeur et habituée à ce silence protecteur qui pesait sur la famille. C'est comme une forme d'omerta, une pesanteur. On parle de choses et d'autres, mais jamais de l'essentiel. Je crois que c'est ça. Donc, vous êtes habitué à vous taire. Oui. Et vous êtes habitué à être en retrait Voilà, exactement. pour C'est protéger ça. tout le monde d'éventuelles choses qui pourraient sortir, de quelque chose de honteux. Comme si votre naissance, enfin ce non-dit, avait une forme était vécu comme honteux par rapport à votre mère. Et vous le ressentiez. Parce que dans tous ces secrets, il y a finalement une connexion d'inconscient à inconscient. On sait sans pouvoir le porter à la conscience, sans pouvoir y mettre des mots. Bonjour Pierre. Alors, votre histoire à vous aussi est incroyable car vous avez totalement occulté votre passé pendant 67 ans. Non, je n'ai pas occulté. Je ne l'ai pas occulté, c'est que je ne la connaissais pas surtout. Voilà. Je vous écoute. À quand remonte votre tout premier souvenir? À l'âge de 5 ans et demi, Que saviez-vous de votre histoire à l'époque? je n'avais aucun souvenir. Alors, c'est quoi ce souvenir à 5 ans? C'est l'arrivée à l'orphelinat, où je vais être placé après avoir eu la tuberculose et miraculeusement, j'en ai guéri. Mais avant d'être placé à l'orphelinat, vous étiez où?
Bien, je le sais maintenant, mais je ne le savais pas avant. Aucun souvenir. Absolument aucun. Incroyable. En grandissant, est-ce que vous avez cherché à comprendre Non, où parce vous étiez que avant vos 5 ans? je savais, puisque j'étais dans un orphelinat, que j'étais orphelin, mais c'était commun. Voilà, nous étions des orphelins, sans même peut-être savoir ce que ça voulait dire. Mais vous aviez des informations sur vos parents? Aucun. Personne ne nous a jamais raconté notre histoire. Pourquoi vous dites nous? Ben, je veux dire, nous, les orphelins. Parce que, Parce que moi, je parle aussi pour les autres. tous ceux qui étaient avec vous ne savaient rien de leurs origines non plus. Beaucoup ne savaient pas. J'ai retrouvé, tout à fait par hasard, par hasard, 2 frères de l'orphelinat qui eux aussi n'avaient aucun, ils n'avaient pas vécu tout à fait la même chose, mais eux non plus n'avaient aucun souvenir d'avant. Comment s'est passée votre adolescence? Mon adolescence, mal. Mal parce que j'étais dans cet orphelinat, j'étais un numéro, je semblais ne pas avoir de personnalité. Et surtout, il y avait cette petite chose, c'est que dans ces orphelins, malgré tout, certains avaient un parent qui venait les voir. Et la jalousie de ne pas être comme eux, de ne pas voir quelqu'un qui vienne vous embrasser, vous apporter un bonbon. J'ai fait des bêtises, peut-être pour faire comprendre que j'existais, que j'étais un être humain et non pas un numéro. Attirer l'attention. Voilà, attirer l'attention sur moi. Alors, vous avez quitté le foyer dans lequel vous étiez logé à l'âge de 19 ans? C'était un orphelinat, c'était pas un foyer, c'était un orphelinat au château de Maubuisson, à Saint-Ouen-l'Aumône. Comment vous êtes-vous construit par la suite? Eh bien, difficilement toujours, parce que difficilement et en même temps, j'ai eu une chance, c'est que de mon adolescence, j'ai été dans une maison de redressement, j'ai été dans un centre pardon, Pourquoi une maison de redressement? Qu'est-ce que vous avez parce que fait? j'ai tellement fait de bêtises que Quel genre de bêtises? j'ai mis le feu à un souterrain, j'ai volé, je me suis battu, je me suis sauvé, enfin tellement de choses qu'ils en ont eu assez de moi et peut-être que la correction était une solution. Alors qu'on savait quand même que nous étions des orphelins, dont des êtres peut-être un peu différents des autres. Je n'ai eu qu'un bon souvenir, enfin 2 à dire vrai, c'est un petit baiser d'une monitrice qui s'appelait Mésange et d'un moniteur qui, lui, a fait en sorte que, enfin en ce qui me concerne, d'aimer le manuel, d'aimer la grande musique. Ce sont les 2 bons souvenirs que j'ai de cette période. Mais ensuite, j'ai été mis dans un centre d'observation à Vitry, voilà, c'est le mot que je cherchais, où d'ordinaire on reste 3 mois, moi j'y suis resté 9 mois. Apparemment, c'était sûrement difficile à m'orienter, mais ils ont réussi quelque chose qui a changé complètement ma vie. C'est-à-dire? Ils m'ont envoyé dans une maison d'enfants qui s'appelle la République d'enfants de Moulin-Vieux, où là, contrairement à « fais ceci, ne fais pas cela », on me demandait si je voulais participer à une activité ou même prendre la direction d'une activité. Et il y a un autre événement aussi, c'est que je suis arrivé le 10 mars 1953, c'est-à-dire j'allais avoir 13 ans, un mois après, c'est-à-dire le 28 avril. Et là, pour la première fois, on m'a souhaité mon anniversaire. Un petit baiser et un joyeux anniversaire, les 2 souvenirs d'affection durant votre enfance. Oui, non, mais l'arrivée dans cette maison aussi m'a changé ma vie. J'ai écrit un livre où je dis que je revis une seconde fois, simplement parce que dans cette maison, je me suis senti quelqu'un. Alors, vers quelles activités vous êtes-vous dirigé? Alors, qu'est-ce qui vous a plu? Après, Là, dans cette maison, qu'est-ce que vous avez découvert? Dans cette maison, c'était une maison très particulière. C'est une maison qui était dirigée, si l'on veut dire, par 2 adultes, mais la maison, en réalité, était dirigée par des enfants.
c'était un petit gouvernement qui avait des commissions, commission de travail, commission de loisirs, commission d'études, filles et garçons. Une fille pouvait prendre la truelle, moi une aiguille pour repriser une paire de chaussettes. Et on tournait à tour de rôle tous les 6 mois dans chaque commission pour arriver à savoir tout faire. Donc vous avez tout appris, J'ai tout appris. y compris à coudre un mouton. Ah, même à repasser mes chemises. D'ailleurs, si ma femme était là, elle le saurait. Enfin, elle le sait. D'ailleurs, elle me fait des fois des petites remarques. Ah, t'arrives bien de Moulin-Vieux parce que je fais mon lit au carré. C'est moi qui fais le lit. Voilà, des choses comme ça qui m'ont appris à vivre. Vous y avez à passé vivre. combien de temps dans cette maison? Eh bien, à l'époque, la majorité était à 21 ans. Et donc, je ne suis pas resté jusqu'à 21 ans parce que j'ai été majeur assez vite, enfin dans mon esprit, puisque à 18 ans, j'ai été membre du conseil d'administration de cette maison. J'en suis devenu un moniteur. Et un moniteur de ski, c'est ce qui va me faire connaître ma compagne. Donc vous avez été Qui moniteur ne de sera ski. pas de suite ma compagne, que je retrouverai plus tard. J'ai été moniteur de ski aussi dans cette maison. Et je suis d'ailleurs toujours administrateur de cette République d'enfants. D'accord. Donc, vous avez vécu votre vie d'adulte tout à fait normalement, si tant est qu'on puisse avoir une vie Oui, il me normale. semblait être normale, mais elle était normale parce que il me semblait que la vie était ce que je vivais. Et c'est en 2007, alors que vous aviez alors 67 ans, que votre passé a refait surface. Absolument. Vous en étiez où à cette époque? Eh bien, je venais d'être en retraite et je faisais ce que font des retraités. Je partais un peu en voyage, j'allais à la pêche, je jouais au boule, je suis de Marseille. Marseille et Bandol. Je jouais au boule, je regardais la télé. Et puis, je rencontre un voisin qui me demande si j'ai rempli le dossier. Je lui demande de quel dossier il parle. Il me dit, tu as été un enfant caché. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est un enfant caché? Tu as perdu tes parents. Donc, il y a bien quelqu'un qui t'a caché. Et là, j'ai cette révélation de me dire que je n'ai jamais pensé à me poser cette question. Mais c'est vrai, où tu étais? Qui t'a caché? Jamais vous Jamais, vous étiez jamais, posé jamais. cette Non, question? C'est incroyable. non, oui, c'est incroyable, mais c'est la vérité. J'étais orphelin normalement, comme vous êtes une femme, je suis un homme, et voilà, j'étais orphelin sans savoir la réalité. Enfin, si je savais la réalité, ça veut dire que j'avais perdu mes parents. Mais ça revient pas, ça n'intervient pas dans des rêves, dans des cauchemars. Il n'y a pas des moments comme ça où... Non, de toute ma vie, j'ai vécu au jour le jour. Donc ça n'existait pas. Moi, j'étais né de personnes, voilà, de personnes qui étaient mortes, mais. Alors, il y a eu quand même un événement avant, c'est que, et ça a été ma chance si l'on veut, bien que je n'ai pas fait attention à ces documents, c'est que mon oncle est décédé et ma tante, en vidant les placards, a trouvé une boîte et dans cette boîte, il y avait tous les documents de mes parents. Alors, il y a une personne qui a été témoin de toutes ces années, pendant lesquelles vous avez vécu sans vous poser de questions, c'est Yolande qui partage votre vie depuis 42 ans. Et pourquoi cette émotion à l'évocation de Yolande? On l'accueille? Pourquoi êtes-vous aussi ému? Parce que je suis content. Vous êtes content qu'elle nous rejoigne? Oui. Eh bien, dites donc. On l'accueille. Yolande. Il est toujours ému comme ça quand on parle de vous? Oui, oui. Non, pas de moi, c'est sur sa vie qu'il est ému. Ouais. Enfin là, il a été Oui, ému, il surtout est quand heureux on que je a sois là, évoqué sur- votre... Vous, quand vous avez Sur- évoqué vous. Pierre avait 33 ans lorsque vous l'avez rencontré. Re-rencontré. Re-rencontré, parce que vous l'aviez déjà rencontré plus tôt, Oui. quand il était moniteur de Je ski. l'ai connu en classe de neige. Quand il était moniteur de ski, j'avais 14 ans, il avait 19 ans.
Ah, c'est le syndrome du moniteur de ski avec la trace des lunettes, tout ça. Sûrement. Hein? Sûrement. Il nous a séparés, bon, chacun Vous après. étiez déjà tombée amoureuse de lui? Non, Non, c'était on une était amitié, amis. c'était tout à fait... il ne savait pas ce que c'était les filles, lui, c'était des sœurs, c'était des copines. Ouais. Mais moi aussi, à 14 ans, on s'est un petit peu suivis, on s'est un peu écrit. Puis il nous a séparés, il a fait sa vie, j'ai fait la mienne. Et on s'est re-rencontrés, disons, une deuxième fois, moi à 27 ans et lui, il avait 32, 33 ans. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, lui, il était dans la peine parce qu'il perdait son père qui était un peu adoptif quelque part, ce monsieur qui était à Moulin-Vieux, qui avait élevé tous ses enfants. Et moi, je venais de perdre mon mari, parce que j'avais un mari et j'étais en instance de divorce aussi, donc il y avait un peu de la misère. Il est venu tout à fait accidentellement à Marseille. Il s'est rappelé qu'il avait une copine à Marseille. Il est venu me rechercher, puis bon, il m'a trouvé. Et on s'est donné rendez-vous pour se dire bonjour, pour se rappeler les bons moments, le bon temps, ce qu'on a fait. Et puis, on est sortis quelquefois ensemble, on est allé manger, on est allé promener et on ne s'est plus quittés. Qu'est-ce qu'il vous a raconté à ce moment-là sur son passé? Ben, son passé, je le connaissais sans le connaître, parce que quand je l'ai connu à Moulin-Vieux, il était orphelin, donc je savais qu'il était orphelin, c'est tout, il n'avait pas de parents. Il avait une sœur, il avait un frère, c'est tout ce que je savais de sa vie. Comment vous expliquez qu'il n'ait jamais cherché à savoir pendant toutes ces années d'où il venait? Mais je pense que c'était une époque où il n'avait pas tellement de renseignements sur sa vie. Personne ne parlait de rien. Il y a quelques familles qu'il avait une tante, personne ne parlait de rien. Et lui, ben, il travaillait, il avait un bon métier, il avait moi, il élevait mon enfant, puisque j'avais un enfant. Et la vie continuait, il était relativement bien dans sa vie, jusqu'au moment où il vous a dit... Et il paraît que quand vous lui posiez des questions, il se mettait à pleurer. Non, à cette époque, non. Il n'y avait qu'une chose, quand par exemple on parlait de parents. Ouais. Quand on parlait de parents, il disait, tu comprends, moi, ma mère, si j'avais su... Bon. Et il pleurait. Je lui dis, mais comment peux-tu pleurer à ton âge? Sur ta mère, tu ne l'as pas connue, tu as 60 ans, mettons à l'époque, ou 40 ans. Mais il me dit, la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu as eu ta mère, tu l'as connue, mais moi, je ne la connais pas. Et ça, c'était terrible. Voilà. C'est la seule chose qui le faisait pleurer. Après, non. Il a commencé à être douloureux quand il a fait ses recherches pour ce qu'il vous a raconté. Bon, alors, il est devenu douloureux, vous dites, hein, le jour où il a entamé ses recherches. Oui, parce que... Pour la première fois, à l'âge donc de 67 ans. Les recherches, à partir de 67 ans, mais enfin plutôt 68. C'est devenu une obsession? Ah oui. Ah oui, c'était quelque chose de... C'était impératif, il fallait qu'il aille au bout de ce que... Pourquoi il était là. On comprend en même temps. Bien sûr, et je l'encourageais fortement d'ailleurs à faire ça. J'étais très fière qu'il fasse cette chose parce que je sentais que ça le tenait vraiment. Alors, on verra un peu plus tard dans l'émission ce que vous avez découvert sur votre histoire. Mais d'abord, je voudrais demander à Yvonne son analyse. Comment expliquer que Pierre ait pu vivre tant d'années sans remuer ses premières années, finalement? Mais Sophie, il a remué Pierre. Parce que si, avant 3 ans, l'enfant n'a pas de souvenir, il a un savoir qui est diffus et confus. Après 3 ans, eh bien, il y a des souvenirs affectifs qui se mettent en place chez vous. Un petit baiser, d'une assistante. Et surtout, à l'adolescence, toute votre révolte contre l'injustice, tout votre comportement, je dirais même un comportement un peu de fugueur, toutes ces tentatives de transgression, c'était en rapport avec la quête de votre histoire. Vous saviez que vous deviez vous révolter quelque part. Et vous étiez dans la révolte, vous étiez dans le combat à l'adolescence. Et ensuite, il y a ça quand même, ce qui est intéressant, on verra peut-être, il y a cette notion d'enfermement chez vous. Je ne sais pas ce que vous avez découvert, mais vous dites que vous étiez isolé, enfermé. Et ça, cet enfermement revient toujours dans votre discours. Je viens de personne et je suis enfermé. Donc, à votre insu, vous connaissiez des éléments de votre histoire, mais ils étaient tellement douloureux que je pense que vous les avez refoulés. L'absence de mémoire, ce qu'on appelle l'amnésie partielle et le refoulement, sont de merveilleux mécanismes de défense pour justement bien mettre au fond de soi quelque chose qu'on ne veut pas voir émerger parce qu'il y a trop de souffrance. Mais à votre insu, je pense que quand vous avez découvert certains éléments de votre vie, vous verrez que vous aurez un autre éclairage et que vous avez démarré une forme de parcours initiatique pour aller à la recherche de ce que vous êtes, vous.
Et vous, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, comme Pierre, d'enfouir une partie de votre passé? Eh bien, réagissez sur Twitter ou sur Facebook. Quant à nous, on se retrouve juste après ces quelques messages de la rédaction. À tout de suite. J'ai commencé à boire à l'âge de 14 ans, dans des circonstances festives. J'avais 11 ans. J'ai commencé avec une bande de jeunes un peu plus âgés. Un peu d'alcool, quelques bières, un petit peu d'alcool fort, dans un cadre festif uniquement, quoi. Mais peu à peu, ils ont sombré dans l'alcoolisme, malgré leur très jeune âge. À 12 ans, je suis passée à la vodka. Je prenais le matin. Le matin avant de partir à l'école? Voilà, pour me donner un peu de courage. À 16 ans, j'allais à l'école, donc j'avais ma vodka en continu, dans une bouteille d'eau. Je devais boire un pack de 6 bières ou 2. Je suis arrivé jusqu'à une bouteille et demie ou deux de whisky tous les soirs. Une adolescence aux allures de descente aux enfers. La consommation m'empêchait physiquement le lendemain d'aller en cours. J'allais au cours, mais tellement ivre que je ne comprenais rien. J'ai fait une pancréatite et une septicémie très jeune, à 14 ans. Mais comment ont-ils réussi à dire stop à l'alcool? Ce qui m'a poussée à réagir, c'était l'année dernière, au mois de janvier. Je me suis alcoolisée très fort et très rapidement. J'ai fait un malaise donc, devant mon petit garçon. J'étais là devant le choix, c'était soit mourir ou arrêter de boire. Le 3 novembre 2011, j'ai bu ma dernière bouteille et le lendemain, j'ai commencé ma vie sobre. Dire stop à l'alcool, c'est peut-être la meilleure chose que j'ai faite de ma vie, en tout cas pour l'instant. Comme nos invités, vous pouvez témoigner dans toute une histoire. Vous vivez une histoire d'amour avec un homme marié depuis plusieurs années et vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte. Vous hésitez à garder cet enfant. Vous avez décidé de faire un enfant avec un homme qui est déjà en couple et à vos yeux, ce choix ne présente que des avantages. Quand vous avez appris que vous étiez enceinte, vous avez posé un ultimatum à l'homme marié que vous fréquentiez et il a fini par quitter sa femme. Vous aviez une liaison avec un homme marié depuis plusieurs années, mais quand vous lui avez appris que vous attendiez un bébé, il vous a quitté. Vous avez eu un enfant avec un homme déjà pris et il a toujours été présent auprès de son fils ou sa fille. Ou à l'inverse, cet enfant n'a jamais connu son père. S'il s'agit de votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous à notre site internet. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Il y a 15 ans, Michel a appris en préparant l'enterrement de son père qui n'était pas son père biologique. À 50 ans, son passé a donc refait surface alors qu'il ne s'était jamais posé la question. On va découvrir la suite de son histoire dans notre deuxième partie. Reconstruire le passé pour avancer vers l'avenir. Avant de mourir, celui que vous pensiez être votre père, vous a-t-il laissé un mot, une explication, une lettre? Non, absolument pas. J'ai retrouvé par la suite... maman m'a donné les affaires qui appartenaient à papa, puisque, on va dire, civilement, j'étais son seul fils officiel. Et bien sûr, je me suis empressé de chercher dans les papiers et les documents s'il y avait quelque chose qui pouvait, et je n'ai rien retrouvé, absolument rien. Qu'est-ce que vous avez appris depuis sur votre histoire? Eh bien, pas grand-chose. Donc, en fouillant à droite, à gauche, j'ai appris que, par exemple, quand ma mère biologique est décédée, donc papa s'est retrouvé avec moi tout seul. Il était à l'époque on appelait ça cheminot, il voyageait beaucoup. Et qu'est-ce qu'il pouvait faire de moi? Donc, j'ai été dans des familles qui ont bien voulu me recueillir, notamment... 2 familles à Migron, dans un petit village à côté de Saintes. Et là, il a rencontré donc cette maman, Ginette, qui était toute seule avec 2 enfants puisqu'elle était divorcée. Et ils se sont mis ensemble, on va dire. Et après, la vie a fait qu'on a vécu toute notre jeunesse ensemble. Et vraiment, j'ai été élevé comme... merveilleusement bien par rapport à Pierre. J'ai eu la chance d'avoir une vraie famille. Alors, qu'est-ce que vous avez comme indice à votre disposition aujourd'hui? Rien. Très peu. Elle s'appelle Lucienne. Je sais qu'elle s'appelle Lucienne, je sais qu'elle était sage-femme. Elle a exercé où? Elle a exercé à Béthune, elle avait un cabinet. À l'époque, il y avait un cabinet de sage-femme. Et elle a exercé en Charente?
Alors, en Charente-Maritime, elle n'a pas exercé. Elle est partie en Charente-Maritime. Et là, après, jusqu'à donc son décès, moi, je n'ai rien d'autre. Qu'elle a rencontré, enfin, qu'elle s'est mariée avec papa 1 an après donc ma naissance. Alors, elle est peut-être allée en Charente-Maritime pour rejoindre votre père biologique? Oh, je ne pense pas. Je suppose, je dis bien suppose. En fouillant, en recherchant, ça fait quand même 7 ou 8 ans que je recherche profondément. Ton oncle nous a dit qu'elle est arrivée enceinte voilà. En Charente-Maritime. Donc, qu'elle était arrivée enceinte en Charente-Maritime. A priori, elle a quitté le Pas-de-Calais pour aller, comme on disait à l'époque, accoucher. On disait, on Parce qu'en l'emmène fait, au vert. vous pensez qu'elle venait accoucher pour être loin de sa famille? Voilà, pour ne pas que ça à l'abri des regards. Voilà, ça tout à fait. Je pense que c'est ça. D'accord. Est-ce que Michel a changé depuis cette découverte? Est-ce que chez lui aussi, c'est devenu une obsession d'en savoir plus sur son passé? Depuis 5 ou 6 ans, oui. Avant, on était pris dans le travail et n'y pensait pas trop. Mais depuis que nous sommes à la retraite... c'est la retraite. Oui, on a plus de temps, donc on cherche si on peut trouver un autre élément. Vous regardez l'émission tous les jours? Pas tous les jours, mais très souvent. Très souvent. Très, très souvent. Et on apprécie énormément. Ouais. Bon. Donc, quelles questions vous hantent au quotidien? Eh bien, comme je le disais précédemment, d'abord d'où je viens. Est-ce que je suis issu d'un inceste, d'un viol, d'une histoire d'amour et aussi, surtout, est-ce que, puisque la vie passe, hein, j'ai 65 ans maintenant, et peut-être je n'ai pas de vrais frères et sœurs, j'ai peut-être quelque part un demi-frère ou une demi-sœur qui peut-être aussi de leur côté savent peut-être l'histoire, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où vous venez, mais en tout cas, vous êtes quelqu'un de sympathique. Ben écoutez, je vous remercie, mais... Mais la quête des origines est souvent associée à la quête de son histoire. Suis-je née effectivement d'un viol? Ai-je été désirée? Toutes ces questions, vraiment, c'est quelque chose qui sont obsédantes. Parce que si j'ai été désirée, ça change tout. Tout à fait. Ouais, mais alors, est-ce que, pardon, après finalement avoir vécu sa vie, parce qu'il a vécu sa vie, est-ce que ça changerait quelque chose dans sa vie de le savoir? Si par exemple il découvrait qu'il était né d'un viol, ça pourrait bouleverser votre vie aujourd'hui. Est-ce que c'est bien important de le savoir maintenant? Eh bien, je crois que ça donne C'est ça la une vraie forme... question, en fait, non? Oui. Comme j'ai déjà vu dans plusieurs émissions, enfin moi je résume ça depuis le temps. Si vous voulez, j'ai eu la grande chance par rapport à Pierre, qui a eu une enfance bien plus difficile que la mienne, puisque moi, j'ai eu une enfance dorée, malgré les événements difficiles que j'ai pu avoir. Mais j'ai maintenant 65 ans, j'ai construit ma vie, tout va bien, j'ai des enfants. C'est de savoir si vous avez un frère ou une sœur. Oui. Vous voyez, c'est ça qui me... Il manque une petite pièce au puzzle que j'aimerais bien. Bon, ben voilà, ça y est, tout est carré. Je voudrais pas spécialement, comme on l'a dit, parce que quand on fait des recherches, il y a des gens qui vous disent oh, c'est dommage, on aurait bien pu vous aider. Et il y en a qui vous disent oh là là, faut pas remettre le passé, tu te rends compte, tu vas mettre le doigt. Bon, l'idée, c'est pas d'aller frapper à quelqu'un, toc, 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 dites donc bonjour monsieur, vous êtes mon géniteur. D'abord, mon papa, c'est mon papa, c'est celui qui m'a élevé, c'est moi mon papa. Mais j'en reviens aux frères et sœurs. Peut-être que dans cette famille, il y a peut-être des enfants qui savent qu'il y a quelque part un petit bonhomme qui peut avoir un petit peu partie d'eux-mêmes, quoi. Alors, s'ils regardent l'émission, qu'est-ce que vous dites? Quel élément vous pouvez leur donner pour qu'ils vous identifient, si jamais ils existent? Eh bien, voilà, je suis donc le fils d'une jeune femme qui s'appelait Lucienne, qui était sage-femme dans un cabinet, qui avait son cabinet à côté du magasin de meubles de ses parents, à Béthune, dans le Pas-de-Calais. Et donc, elle a quitté donc Béthune, vraisemblablement à 27 ans, pour aller me mettre au monde. Et malheureusement, après, elle est décédée donc là-bas. De quoi d'ailleurs elle est décédée? Alors, c'était une opération, dans des courriers que j'ai retrouvés il n'y a pas très longtemps. Elle a eu une opération qui semblerait être assez bénigne et elle aurait fait au cours de cette opération une hémorragie. Et en 1952, évidemment, il n'y avait pas les moyens actuels pour réanimation et autres. J'ai retrouvé des courriers, alors, et vous me demandiez, entre les rapports, dans ce courrier que j'ai trouvé tout à fait par hasard, puisque c'est quelqu'un qui me les a envoyés, qui les a retrouvés au fin fond d'un grenier, que
qui m'a éclairé au moins à une chose, c'est qu'elle n'était pas fâchée avec ses parents. Je veux dire par là, ses parents, a priori, moi je m'étais mis dans la tête qu'ils l'avaient peut-être, comme on disait à l'époque, foutu dehors. Je ne pense pas, puisqu'on a retrouvé des courriers. Jusqu'à une semaine avant son décès, elle écrivait à ses parents pratiquement tous les jours, en expliquant ce qui se passait, notamment en parlant de son fils, et disant, voilà, je vais aller me faire opérer, mais c'est pas une grave opération, etc. Tout va bien se passer. Et voilà, donc j'en sais pas plus pour l'instant. Bon, donc là, vous espérez, vous êtes là aujourd'hui dans l'espoir que quelqu'un vous renseigne. Oui, d'une part. Et aussi, je voudrais dire, puisque votre émission est quand même énormément regardée par des gens qui sont quand même sensibles à tous ces phénomènes de société, je voudrais dire à des gens, leur lancer un appel, si dans des familles, il y a des gens qui savent que leur frère, leur fils, leur oncle n'est pas le fruit de leur père, qu'ils mettent un petit courrier, un petit mot, mais qui crachent ce secret, parce que c'est dur à supporter quand même. Bon, dans mon cas, ça s'est très très bien passé, mais j'ai vu d'autres émissions où c'est quand même lourd. Comme disait Yvonne, on n'a pas l'origine. Donc, il vous manque une pièce, comme vous dites. Et effectivement, Sophie, vous dites pourquoi remuer le passé? C'est vrai que c'est une bonne question, mais aller à la quête de ses origines, retrouver le biologique, parce que c'est le biologique dont il s'agit, et aussi le symbolique, de quoi suis-je né, de quelle union suis-je né, eh bien ça donne un autre éclairage sur notre vie, sur notre identité. Vous faites une relecture de votre passé et de votre histoire avec beaucoup plus de lumière. Et je dirais presque que savoir qui est votre père vous permettrait, déjà vous avez une communication très authentique, mais d'être encore plus authentique. C'est vraiment comme un parcours initiatique, exactement comme Pierre, aller à la recherche de, comme le petit pousset qui va chercher où il était, où il est né. C'est vrai, c'est tout à fait ça. Si. Sophie. Mais c'est vrai que pourquoi remuer? Allez, si. C'est pas le petit poussé? Si, c'est le petit poussé. Patricia, il a 3 ans et demi. Une femme est venue sur votre lieu de travail vous annoncer qu'elle était la sœur de votre père biologique que vous n'aviez jamais connu, et vous non plus, vous n'aviez jamais posé de questions. Voilà. Tout en sachant, sans savoir, enfin, vous n'aviez jamais voulu embêter votre maman. Voilà. Donc finalement, après avoir questionné votre mère, vous l'avez rappelée, cette dame? Donc j'ai rappelé cette dame, et je suis donc allée voir donc, ma tante et mon oncle donc, chez eux, où de là elle m'a donc fait voir des photos de mon père, donc, que je ne connaissais pas, et elle m'a donné son adresse, enfin son nom et son prénom et son adresse. Pourquoi c'est votre tante qui était venue vous voir? Et pourquoi pas votre père directement? Il lui avait demandé de le faire? Non, parce qu'ils ne se parlent pas. Ils sont fâchés, donc ils ne se parlent pas. Et si vous voulez, ma tante estimait que voilà, j'avais le droit de savoir. Après, comme elle m'a dit, tu es libre de faire ce que tu veux, ou tu poursuis, ou tu restes comme ça. Voilà. Mais pour elle pensait que j'avais le droit de savoir. Donc, alors déjà, elle vous a appris quoi sur votre père? Alors, où il habitait. Donc ça, je ne le savais pas du tout. Donc, et donc, elle m'a donné son adresse. Elle m'a dit qu'il était donc marié, qu'il avait un fils qui a 1 an de moins que moi. Voilà. Alors, vous étiez dans quel état d'esprit, vous, là, à ce moment-là? Vous vous êtes dit, j'ai envie de le rencontrer, je vais aller chez lui, je vais lui écrire? Aller chez lui, non, je ne serais pas allée directement chez lui comme ça. Donc, le téléphone, c'est difficile. C'était difficile de téléphoner et d'annoncer ça comme ça aussi. Donc, j'ai choisi le courrier. Donc je lui ai fait un courrier. Vous lui avez dit quoi? Avec quel mot? C'était assez bref. Je me présentais comme étant sa fille, que j'étais née tel jour, à telle date, que j'habitais là, voilà, fille d'eux, et que s'il était intéressé, il pouvait me contacter ou me réécrire ou m'appeler. S'il est intéressé? Je ne l'ai peut-être pas dit dans ma lettre, mais voilà, à la fin, c'est quelque chose d'assez bref. La première lettre était brève. Si vous êtes intéressé, vous l'avez tutoyé, vous voyez? Non, j'ai dû le tutoyer dans sa lettre. Et est-ce que vous lui avez dit que ça vous ferait plaisir de le rencontrer? Alors, à la toute première lettre, on n'a pas parlé de rencontre. La toute première lettre, j'ai juste dit voilà, comment je m'appelais et qu'éventuellement, il pouvait me contacter. Voilà. Donc, ce qu'il a fait, puisque... Il vous a répondu? Il m'a répondu pratiquement au retour de ma lettre. Dès qu'il a reçu...
en me disant qu'effectivement, bon, j'étais bien sa fille, en me racontant un petit peu sa vie et que je pouvais, donc à la fin de sa lettre, que je pouvais le joindre à tel numéro. Et alors? Donc j'ai pas appelé tout de suite. Combien de temps après? J'ai appelé un 1er janvier. C'est-à-dire donc combien de là, temps ça après? s'est passé dans le mois de novembre. Cette histoire-là, les lettres, c'est mi-novembre, fin novembre, et j'ai appelé le 1er janvier. Pourquoi vous avez attendu tant de temps? C'était difficile. C'est difficile de téléphoner et d'avoir quelqu'un qu'on ne connaît pas. À quoi vous pensiez pendant tous ces Ce jours et que ces j'allais lui semaines? dire. Est-ce que vous alliez lui dire? Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Vous aviez peur? Oui. De quoi? De la réaction, bon, je savais qu'il était d'accord pour me voir. Là-dessus, j'étais soulagée, mais c'est vrai qu'on est... Alors moi, je suis quelqu'un qui n'a pas la parole très facile. Lui, je pense qu'il est pareil, maintenant que je le connais mieux. Et donc, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, le 1er janvier, j'ai sauté sur l'occasion. De se dire qu'on va rencontrer son père biologique, qui est en même temps un étranger. Oui. Et oui. Drôle d'idée, quand même. Alors, donc vous l'avez appelé ce jour-là, ce 1er janvier? Alors, entre le premier et le coup de fil, il y a eu un deuxième courrier où on a un peu plus détaillé nos vies. Moi, j'ai refait un deuxième courrier où j'ai un peu plus détaillé ma vie et en lui demandant s'il était d'accord pour une rencontre. Donc, il m'avait répondu qu'il était d'accord. Et donc, de là, ce fameux 1er janvier... rencontrés le 18 juillet? Non, on s'est rencontrés le 3 février. Ah, bon, ça allait assez vite alors. Voilà. Bon. Et comment ça s'est passé, cette rencontre? Ça s'est bien passé. On s'est trouvés sur la place de son village. Vous êtes reconnus? On s'est reconnus, on ne peut pas le dire puisqu'on ne se connaissait pas. Oui, mais bon, oui, on s'est trouvés. On s'est trouvés. Donc c'est un moment fort en émotion. Il vous a pris dans ses bras? Et non. Mais vous auriez aimé? J'aurais aimé, oui, mais bon, on est comme ça. On n'est pas très... C'était un peu difficile, je pense. C'était difficile aussi, pour lui, je pense. Qu'est-ce que vous vous êtes raconté? De suite, il nous a emmenés chez lui, donc on a rencontré sa femme. Et donc, on a passé la soirée ensemble, on s'est raconté nos vies. Qu'est-ce que vous avez appris sur votre histoire? Qu'au moment où je suis née, il était jeune et qu'il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt pour être papa. Donc, de ce fait, il n'est pas resté pour ça. Il s'est culpabilisé pour ça? Je pense. Il vous l'a dit? Non. Non, mais je pense que oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Est-ce qu'il vous cherchait, lui, de son côté? Non. Je pense pas qu'il aurait cherché. Je pense pas. Comment ça, vous lui avez pas demandé? Non. Je ne vais pas poser la question, mais je ne pense pas qu'il aurait cherché. Non. Pourquoi vous lui avez posé la question? Je sais pas. Là, on va découvrir dans un reportage en quoi ces retrouvailles ont bouleversé votre vie. Sur les traces de mon passé, c'est le titre de ce reportage donc, que nous vous avons consacré chez vous. Ça se passe dans le Puy de Dôme. À Briffon, dans le Puy de Dôme. Cela fait 6 ans que Patricia est employée dans cet hypermarché. À chaque fois qu'elle se rend à son travail, elle pense à ce jour de novembre 2011 où une inconnue lui a révélé l'identité de son père. C'est le lieu qui a changé ma vie, qui a pris un nouveau départ. Alors ça s'est passé précisément ici, dans ce rayon. J'étais donc accroupie et donc la dame est arrivée et m'a accostée ici. Quand je passe dans ce rayon, c'est vrai que j'ai des images qui me sont restées dans la tête et c'est vrai qu'elles me reviennent de temps en temps quand je peux passer par ici. C'est un moment qui m'a énormément touchée, oui, et que je me souviendrai longtemps. Déstabilisée par cette nouvelle, Patricia a alors pu compter sur le soutien de David, son mari depuis 21 ans. On se prend 5 minutes, on se boit un petit verre d'eau, un petit verre de jus de fruits. Ouais, moi je prendrais de l'eau. C'est lui qui l'a encouragée à faire la connaissance de son père biologique. Heureusement que tu étais là quand même pendant toute cette histoire, heureusement que tu m'as soutenue parce que c'était pas facile de faire ça toute seule. J'ai pas besoin de merci, ce que je veux c'est que tu sois heureuse. Il te manquait un truc et ce truc là tu l'as aujourd'hui et c'est énorme quoi. Je pense que tu prends plus de temps avec nous, t'es pas pareil, il y a eu de l'amélioration, c'est clair quoi.
Ça a complètement changé ma vie, rien que déjà au niveau de la confiance personnelle, ça fait du bien. C'était la plus belle chose qui puisse lui arriver et qu'il fallait le vivre à fond, quoi. Que c'était la chance de sa vie d'avoir son papa, sa maman, d'avoir tout le monde. Depuis cette rencontre, en février 2012, et malgré les 300 km qui la séparent de son père, Patricia a besoin qu'il l'accompagne au quotidien. Ces lettres, je les ai toujours sur moi, elles sont dans mon portefeuille. Donc je les ai ici, voilà, elles me suivent partout. Ces mots, ce sont les premiers que Paul a adressés à sa fille. J'ai reçu et lu ton courrier par lequel tu te présentes comme ma fille. Tu me précises souhaiter des réponses à tes questions. Il est certain que je reste à ta disposition pour y répondre avec sincérité. On a trouvé quand même des gens qui méritent d'être connus et qui nous apportent quoi aujourd'hui, puisque on aime bien aller les voir. Voilà, il faut profiter maintenant. Donc que tout est clair, c'est bien aussi. Je suis sûr que Paul il est super content, quoi. Avant de connaître la vérité sur ses origines, Patricia avait déjà construit sa vie. Elle a 2 enfants, dont Mathis, son fils cadet. Bon, on va prendre 5 minutes, Mathis, on va appeler tonton Patrice. Hein, tu veux? Patrice, c'est le demi-frère de Patricia. Ils se sont rencontrés pour la première fois il y a à peine 1 an. Bonjour, c'est Patricia. Ça va? Tu vas bien? Moi ça va, pour moi il fait un grand soleil, tout va bien. Toi aussi. Depuis leur retrouvailles, ils ont appris à se connaître et ont noué avec le temps une solide relation. J'étais contente d'apprendre que j'avais un frère, un de plus. Et voilà, je voulais savoir un petit peu ce que tu avais ressenti, toi. Dans un premier temps, de la surprise. Sur le principe, la famille s'est agrandie, chacun de notre côté. Voilà. En ce qui me concerne, c'est un gros plus parce que, comme j'étais fils unique, donc voilà, c'est une grosse surprise. On a une belle histoire et une jolie fin. Bon, c'est pas fini, hein, parce qu'il faut retenir, voilà, c'est là où on en est maintenant et ce qu'il en est. Bon, je vais te passer Mathis, il va te faire des gros bisous et puis on se dit à bientôt. Oui, merci. Allô? Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, écoute. Quand est-ce qu'on se revoit alors? Normalement, au mois d'août. Au mois d'août? On s'arrêtera de venir vous voir quand on descendra chez papy. J'étais étonnée. Je savais pas que ma maman avait un autre frère et que ça allait changer notre vie, quoi. On fait plus de voyages, puis maintenant on voit plus de monde. Je suis contente. Je suis très contente de l'avoir trouvé et c'est une très bonne surprise maintenant puisqu'on s'entend bien et ça se passe très très bien. Quel contact avez-vous gardé avec votre père? Alors on se téléphone régulièrement, on s'envoie des mails, on arrive à se voir 2-3 fois par an. Qu'est-ce que cette rencontre aura changé chez vous? Je pense que ça m'a apaisée quand même, ça fait du bien de savoir d'où on vient et de savoir que oui, finalement, il était content de me retrouver. Est-ce qu'un jour vous finirez par lui poser toutes les questions qu'il vous reste à lui poser? Je sais pas, peut-être, oui. Ça vous a donné un peu plus confiance en vous? Oui, je pense quand même un petit peu plus, oui. Oui, parce qu'il y a quelques années, je ne serais pas venue là. Sûrement pas. Aujourd'hui, vous avez un peu moins le goût du silence, un peu plus le goût de la parole? Disons, oui. Après, voilà, je pense que faut pas garder des secrets comme ça. Effectivement, c'est bête d'avoir des secrets comme ça pour ses enfants. Et voilà, c'est dommage. C'est très dommage. Yvonne, vous pensez qu'un jour, elle lui posera toutes les questions qu'elle a? Oui, mais la peur de demander et de poser des questions essentielles à votre père biologique, c'est encore sous-tendu par cette crainte du rejet, cette peur de l'inconnu et aussi cette peur des réponses. Donc, dès lors que vous êtes prête à entendre toutes les réponses, eh bien, vous pourrez vous lui poser toutes les questions. Dans un premier temps, on se raconte, il se raconte, et après, on va à l'essentiel. Mais il faut être prêt à accueillir ces réponses pour pouvoir lui poser les questions. Pierre, on va revenir à votre histoire. Donc, qui vous a apporté les premiers éléments d'information vous concernant? On s'est arrêté tout à l'heure à un moment où votre voisin vous demandait si vous aviez rempli le dossier. Eh bien,
ne connaissant pas mon histoire, j'ai interrogé mon frère, il me reste, et ma sœur, qui eux aussi ont complètement éteint leur mémoire. Mais alors, à force... votre frère et votre sœur, d'où alors? Alors, si vous voulez, je reviens légèrement en arrière. Non, mais ils étaient... Vous avez parlé tout à l'heure d'un frère, mais je pensais que c'était un frère d'orphelinat, mais Non, pas alors votre là, frère biologique. C'est mon vrai frère. Qui était placé avec vous à l'orphelinat? Nous étions une famille de 6 enfants. Malheureusement, 3 de mes frères et ma mère ont été arrêtés le 8 août 1943. Donc c'est ce que vous avez appris? Que j'ai appris dans mes recherches. Et, arrêtés pourquoi? Parce qu'ils étaient juifs. Même si ma mère se croyait au-dessus de tout ça, puisqu'elle était française, elle avait 6 enfants, elle n'avait jamais rien fait de mal. Et malheureusement, elle a trop attendu et la police et la Gestapo sont arrivés, ils les ont arrêtés. À quel endroit? À Paris 18e, dans notre appartement. Mon frère, lui, a été sauvé par le pasteur qui était venu l'avertir qu'il fallait qu'elle s'en aille. Et il y avait aussi ma tante qui l'a fait passer pour son employé. Et elle a eu cette chance aussi d'avoir le vêtement sur le bras parce qu'il y a l'étoile juive qui était dessus et elle aurait été arrêtée à son tour. Et votre père? Mon père, lui, était caché alors depuis les ordonnances de 1942 de Crémieux, les ordonnances Crémieux, qui faisaient que les Juifs n'avaient plus le droit d'avoir de commerce, n'avaient plus le droit d'exercer dans l'administration, d'avoir un dossier. Voilà, mon père, il était beau. Il n'avait plus le droit d'exercer une profession libérale et mon père a été obligé d'aller se cacher dans un petit village. Je voudrais en parler parce que ça s'est passé que le 26 avril, la mairie de Nogent-l'Artaud dans l'Aube a décidé d'honorer mon père par la pose d'une plaque et il y a eu une très très belle cérémonie organisée par la mairie de Nogent-l'Artaud à l'instigation d'un ami qui est devenu, je dirais presque un fils, mais que j'aime intensément, c'est M. Patrick Vimont. Je voulais donner son nom. Et une autre personne qui est la mémoire de Nogent-l'Artaud qui s'appelle Daniel Houpeau. Pourquoi votre mère n'était pas partie avec votre père dans ce village? Je vous dis, parce que à l'époque, enfin en 1942, c'était les hommes qu'on arrêtait. On n'arrêtait pas les enfants ni les femmes. Donc lui est parti dans ce village, se cacher, il y est resté 2 ans. Et n'ayant plus de nouvelles, il revient à Paris pour savoir pourquoi sa femme ne répond plus. Et il apprend que sa femme et ses enfants, est-ce qu'on lui a dit ses enfants ou 3 de ses enfants, je ne sais pas. Et alors vous étiez où à ce moment-là? Eh bien, j'avais la tuberculose. J'étais à l'hôpital Blucher. Et votre frère et votre sœur? Alors, voilà, c'est ce qui va être heureux dans mon histoire, c'est que ma mère était couturière et dans le quartier où j'habitais, il y avait des pasteurs qui aidaient de pauvres gens à vivre et à survivre surtout. Et il lui avait demandé si elle pouvait réparer quelques vêtements, ce qu'elle avait accepté. Et en compensation, eh bien, nous irions dans un patronage et nous irions en colonie de vacances. Ma sœur va être sauvée parce que au mois de juillet, c'était les garçons qui étaient en colonie et au mois d'août, c'était les filles. Et comme mes parents ont été arrêtés le 8 août, ma sœur était en colonie, au Nid-Fleuri, dans l'Aube. C'est là où nous allons être cachés. D'une colonie, ils vont en faire une maison d'enfants pour cacher 3 petits juifs. Et alors, qui vous a appris tout ça? Eh bien, voilà, c'est le début de mon enquête. Mon frère, après moult demandes, m'a donné 3 éléments. Il m'a donné le nom du Nid-Fleuri. Mais lui, il savait tout ça? Il s'en est souvenu, mais je vous dis, il a fallu... Il était plus âgé que vous? Oui, il a 5 ans de plus que moi, donc il avait quand même un peu plus de souvenirs. Donc il se souvenait de quoi? De la colonie? Il s'est rappelé d'une colonie de vacances, enfin du Nid-Fleuri. Il ne savait pas que c'était une colonie. Du Nid-Fleuri, il se rappelait de Monsieur et Madame Funet. Et comme je vous l'ai dit, il se rappelait d'un patronage, mais il fallait traverser le boulevard. Mais il savait que votre mère avait été arrêtée? Il ne le savait pas non plus. Et alors, elle a été arrêtée et elle a été déportée? Elle a été déportée à Auschwitz, où elle n'est pas revenue, bien sûr. Donc, quand vous avez appris tout ça, j'imagine que ça a dû vous bouleverser?
énormément, à tel point c'est que j'ai attrapé un zona énorme. Le docteur avait dit même que j'étais à faire voir en faculté tellement il était énorme. Je suis tombé malade, mais je suis tombé malade aussi par toute l'émotion que je recevais, et puis le stress, et puis le fait de vouloir écrire ce livre qui me prenait toutes mes nuits. Yolande, comment vous avez vécu ce bouleversement? Alors j'ai vécu ça, c'est vrai que quand il a commencé ce livre, ça l'a tellement tenu que bon, il pensait la nuit, il pensait le jour, la nuit, il se levait, il écrivait sur des petits bouts de papier tout ce qu'il se rappelait. Et au fur et à mesure qu'il faisait son enquête, parce qu'il voulait savoir qu'est-ce qui était devenu, comment ça s'était passé, et au fur et à mesure qu'il téléphonait quelque part, une porte s'ouvrait, alors il rentrait, il retéléphonait ailleurs, une porte s'ouvrait, jusqu'au jour où il est tombé sur une personne qui lui a dit « Mais oui, Funet, on connaît », donc il a de suite téléphoné, et il est tombé sur la fille des Funet, qui avait à l'époque 78 ans, évidemment. Non, qui avait maintenant 60... Non, elle a 84 ans. Oui, mais à l'époque, elle avait 78, 64, oui, non, voilà. À l'époque, elle avait 14 ans. C'est ce que j'allais dire. À l'époque, c'était la fille, elle avait 14 ans. Et elle avait appris à lire à sa sœur et à son frère. Et quand il est tombé sur cette personne et qu'il lui a demandé « Est-ce que vous vous souvenez de Pierre Drahi ?» Cette dame-là, voilà. Elle avait 14 ans à l'époque. C'était une belle, grande, jeune femme brune. Et maintenant, c'est drôle de voir une gentille petite dame comme ça. Et Pierre lui a demandé « Est-ce que ça vous dit quelque chose, Pierre Drahi ?» Paul Drahi. Alors, la dame a répondu « Non, ça ne me dit rien. » Et il a dit « Nelly Drahi. » Et au moment de Nelly, ça là, elle a dit, mais oui, je connais Nelly Polo, Pierrot, je sais. C'est comme ça qu'il a découvert. Et pourquoi? C'est qu'on nous cachait nos noms, bien sûr. Elle ne me connaissait que par Pierre ou Pierrot, mon frère Polo et Nelly. Et la chance, ce mot, quand je raconte mon histoire, revient très souvent parce que j'avoue avoir eu de la chance dans mes recherches. De retrouver surtout. C'est que Nelly n'était pas hésitée à cette époque et... c'est ce qui lui a fait nous retrouver. Le nom Nelly, ça lui a fait tilt, donc voilà. Et comment vous allez aujourd'hui? Pardon? Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien. Je vais bien, mais je suis toujours encore à la recherche de quelque chose parce que je sais que j'ai encore à retrouver. Par exemple, alors tout ça était surtout pour faire ce témoignage, pour la faire devenir juste. Parce que je voulais qu'elle ait... Pardon? Cette dame? Oui, Jeanne, voilà, alors voilà exactement, c'est la couverture de mon livre. C'est l'endroit, c'est ce qu'on appelait la zone. D'un côté, la photo est prise du côté Saint-Ouen, et l'immeuble, sans le savoir, l'immeuble qui est en face, c'est là où nous habitions au 6e étage. Vous voyez, préface de Serge Claffel, c'est lui qui m'a poussé à faire ce livre et a voulu faire cette préface. Yvonne? Alors, le zona de Pierre, c'est pas un hasard. Vous savez très bien que c'est quand même le virus de la varicelle. Donc, d'un seul coup, vous régressez à l'âge de 3-4 ans. C'est une maladie infantile, mais en même temps, c'est en rapport avec souvent une séparation et un deuil difficile. C'est comme si, avec votre zona, vous faisiez le deuil de vos parents. Vous étiez face à face avec une mort que vous ne connaissiez pas, avec vos parents qui étaient décédés, et associé à cela, une forme de colère, une colère de ne pas avoir pu les sauver. D'où cette recherche. Et vous parlez d'une crypte. Vous savez, le secret sur votre histoire, c'est effectivement, on ouvre une porte et on entre, comme dans une chambre, et on regarde. Et on va toujours. Et donc, c'est sans fin. Tant que vous ne mettez pas le mot fin sur cette mémoire qui doit être effectivement déverrouillée, eh bien, il faut aller toujours à la recherche de ce qu'on ne sait pas du non-dit. Et là, vous êtes dans le retour, ce qu'on appelle le retour du refoulé, et tout devient beaucoup plus lumineux. C'est un peu une forme de psychanalyse, c'est-à-dire d'aller à la recherche de son histoire. C'est une véritable aventure. C'est vrai. Merci à tous pour vos histoires toujours aussi émouvantes. C'est Pierre que vous pourrez retrouver cet après-midi sur le chat de Toute une histoire. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à Yvonne. N'oubliez pas la rubrique Toute une histoire en version féminale ce week-end. Et tout de suite, on se retrouve avec un nouveau numéro de l'Histoire continue. Nous aurons le plaisir de retrouver Bertrand et Jean-Georges. A tout de suite. Dans quelques
quelques minutes, dans l'histoire continue, ce sont deux invités hauts en couleur que nous retrouverons. Je m'incline en vous regardant. Et bien entendu, je ne pose pas mes lèvres sur votre nom. Sans je trembler. pense que mon exercice là a été bon et je vous trouve très très efficace aussi, Sophie. Je suis très narcissique, j'adore me regarder. Je me repasse en boucle des fois mes CD d'émissions télé. Jean-Georges, c'est ce directeur commercial qui courait les castings en quête de notoriété. Mais a-t-il enfin réalisé son rêve? Ah, je l'aime ce plan-là. Qu'est-ce que c'est que ça, Quant à Bertrand, qui se présentait comme le Stéphane Bern belge, il nous a donné rendez-vous pour un événement particulièrement important à ses yeux. Et pour l'occasion, il y avait du beau monde. Voir la princesse Léa de Belgique ici, chez moi, dans mon village natal, c'est la plus jolie des récompenses.